Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui est une date importante pour nous en ce qu'il s'agit du premier enregistrement de Paroles d'érudits. Nous appelons de nos vœux que cet entretien fasse partie d'une longue série d'entretiens avec des esprits tous plus brillants les uns que les autres. Le premier de ces esprits, qui a eu l'amabilité de nous recevoir chez lui, est un savant et nous dirons même un très grand savant. C'est un homme presque entièrement tourné vers le Moyen-Âge anglais, dont il a une connaissance profonde. Nous disions presque, car s'il a beaucoup écrit en tant que médiéviste angliciste sur la littérature du Moyen-Âge, il est également connu pour ses publications sous forme d'articles et d'ouvrages sur un auteur du XXe siècle, John Ronald Reuel Tolkien. Comment est-il possible de conjuguer Moyen-Âge anglais et littérature moderne? Comment fait-on pour apprendre le vieil anglais? Voilà quelques questions parmi tant d'autres auxquelles nous essayerons de répondre avec notre invité, le professeur Léo Karutas. Bonjour Léo Karutas. Bonjour. Cher professeur, vous êtes né en 1949 à Dublin. Vous avez entrepris de brillantes études d'angliciste en Irlande, que vous avez achevées, chose et moins coutume, par la soutenance d'une thèse de troisième cycle ainsi qu'une thèse d'État en France en 1987 sur Jacob's Well, un sermonnaire écrit en moyen anglais. Vous êtes, on l'a dit tantôt, également spécialiste de Tolkien. Devant un tel tableau, l'on ne peut que s'empêcher de vous demander tout simplement si le goût pour l'anglais médiéval, mais aussi pour l'œuvre de Tolkien, entrait déjà en résonance dans votre enfance. Comment arrive-t-on à enseigner Beowulf à l'université, à la Sorbonne qui plus est, une grande partie de votre carrière et jusqu'à votre retraite en 2016, mais aussi à donner des conférences sur les âges de la Terre du Milieu? Merci de ces questions et de cette introduction. En fait, c'est difficile à répondre parce que le goût aussi bien pour le Moyen-Âge anglais et pour Tolkien est venu assez tardivement. Je ferai une différence entre le Moyen-Âge tout court et le Moyen-Âge anglais parce que je suis intéressé par l'histoire depuis ma petite enfance. L'Irlande est un pays de ruines. Il y a beaucoup de châteaux forts, beaucoup d'abbayes, beaucoup de monastères anciens, énormément de ruines. Et j'ai baigné dans cette ambiance grâce à mes parents, grâce aux promenades que nous faisions. Mais il fallait attendre le début de mes études universitaires, c'est-à-dire j'avais 18 ans quand je suis entré en première année d'université à Dublin, à UCD, pour découvrir le Moyen-Âge anglais tout particulièrement. Pour moi, la littérature anglaise, jusque-là, s'arrêtait à Shakespeare. J'avais étudié Shakespeare à l'école, comme tous les écoliers, ça faisait partie des études pour le bac irlandais, et je n'avais pas trop cherché à savoir ce qui existait avant. Et c'était vraiment la découverte surprise en première année d'université de découvrir d'abord Chaucer et puis Beowulf. Et je me suis rendu compte que l'histoire, que j'aimais déjà beaucoup, pouvait s'étudier à travers la langue et la littérature, et pas seulement par le biais des faits historiques ou par l'architecture ancienne. Et je dirais presque un tournant dans ma vie était mon premier cours avec une jeune enseignante qui s'est mise à lire le vieil anglais devant moi, avec l'accent d'Ælfric. Et j'étais stupéfait. Je me disais, non seulement les mots ont changé, l'accent a changé, les textes ont changé, la grammaire a changé, et j'avais envie d'approfondir cela. Et en fait, je dirais que ma vie depuis est une recherche des origines. Pour moi, on ne peut pas s'arrêter au XVe siècle, ni au VIIIe siècle. Je pousse pour comprendre d'où viennent les langues et dans le fond, d'où viennent les hommes. Oui, je comprends bien que pour un jeune étudiant, c'était une nouvelle terre à découvrir, avec tellement de richesses. Et j'imagine qu'un autre épisode assez déterminant à cette époque-là a dû vous faire pencher vers le Moyen-Âge, ça a été votre rencontre avec Alan Bliss. Alors,
J'avais deux professeurs à UCD, Alan Bliss, effectivement, et Tom Dunning. Il se trouve, mais je ne le savais pas à ce moment-là, que tous les deux avaient été élèves de Tolkien à Oxford. Pas jeunes élèves, mais au niveau du master et du doctorat. Tous les deux étaient spécialistes en langue et littérature anglaise médiévale. Tom Dunning était spécialiste de Piers Plowman, dont il avait fait une édition, et Alan Bliss était spécialiste de Beowulf. Mais il avait aussi fait une thèse sur le lait breton en anglais, dont certains étaient traduites de Dame Marie. Et ces deux hommes étaient entourés d'une équipe de jeunes enseignants qui animaient un département très vivant. Il y avait beaucoup d'étudiants et ça me semblait naturel. Aujourd'hui, je me rends compte que ce n'est pas si naturel que ça, parce que même dans les universités anglaises, irlandaises, américaines, c'est pas si facile que ça de défendre le Moyen-Âge pour enseigner des cours de langue et littérature ancienne en même temps que la littérature moderne. Mais en entrant à l'université, où cette école était déjà vivante et active, je croyais que c'était normal et que dans toutes les universités, on étudiait le Moyen-Âge anglais de cette manière-là. Donc j'avais une chance d'avoir d'excellents professeurs qui étaient connus, même célèbres dans leur propre domaine, et qui ont formé une génération. Oui, j'imagine bien que ces années vous ont été très profitables et par la suite, vous auriez peut-être pu continuer vos études jusqu'en thèse en Irlande et c'est très intéressant en regardant d'un peu plus près votre vie, on se rend compte que vous êtes parti vers la France dans les années 70. Pourquoi? Alors, à Dublin, j'ai d'abord fait une licence et puis une maîtrise. À l'époque, la maîtrise se faisait en 1 an. C'était pas comme aujourd'hui avec M1 et M2. Et pour la maîtrise, j'ai été dirigé par un des jeunes enseignants qui avait l'occasion de diriger la maîtrise vers les traités religieux qui étaient traduits du français vers l'anglais et vers le sermon médiéval anglais, aussi bien en vieil anglais qu'en moyen anglais. Donc un ensemble de textes religieux. Évidemment, je n'ai pas tout fait pour la maîtrise, mais j'ai commencé à examiner la progression de la prose anglaise dans les sermons en vieil anglais, puis en moyen anglais. Après avoir terminé la maîtrise, j'ai un peu changé de direction parce que je voulais tester ma vocation et je suis entré chez les Dominicains en Irlande où je suis resté quelques années pour faire des études de philosophie et de théologie. Après quelques années, me rendant compte que je n'étais pas vraiment fait pour cette vie-là, j'avais envie de retourner vers les études médiévales et de retourner vers les traités religieux et les sermons, qui avaient pour moi un aspect non seulement scientifique, mais de goût personnel. Parce que si je suis sorti de l'ordre dominicain, je n'ai pas quitté la foi, je n'ai pas quitté mes croyances, et j'avais envie, si vous voulez, je voulais revenir à ce que je disais il y a quelques instants concernant la recherche des origines. Je voulais comprendre l'origine des textes religieux, le développement des idées théologiques, la naissance du christianisme, la manière dont les Anglais, les Irlandais, les Écossais s'étaient convertis vers le christianisme. Bref, il y avait un ensemble de choses qui mélangeaient langue, littérature, histoire, religion, théologie, tout cet ensemble-là. Mais comme c'est vaste, il fallait avoir un projet précis, et je me suis fait conseiller par un de mes anciens enseignants pour formuler un sujet de thèse. Et on m'a guidé vers un texte précis, traduit du français vers l'anglais. Le texte français, c'est La Somme de Roi, qui est un traité religieux pénitentiel destiné à la fois aux confesseurs et aux pénitents qui se préparent pour la confession. Et c'est un texte en français de la fin du XIIIe siècle.
L'auteur, Laurent d'Orléans, était le confesseur du roi, Philippe III le Hardi. À l'époque, ce texte n'avait jamais été édité au sens technique du terme. On ne pouvait pas le lire sauf en manuscrit. Assez curieusement, plusieurs versions anglaises avaient été éditées par la série EETS, Early English Text Society. Il y avait d'abord un texte qui s'appelle Ein Bit of Inuit, qui veut dire le remords de conscience, qui était une traduction très littérale, faite en 1340, dans le dialecte du Kent, et fait rare, on a même le nom de l'auteur et l'autographe de l'auteur. Donc, cette première version était une traduction anglaise faite environ 50 ans, peut-être 60 ans après la première rédaction en français. Mais le même texte avait été traduit plusieurs fois au XIVe et au XVe siècle. Il y avait même une version faite par Caxton, le premier imprimeur anglais. Alors, pour explorer la progression de la prose anglaise, la qualité des traductions, la connaissance du français en Angleterre au XIVe, XVe siècle, et le degré d'influence du français sur l'anglais de cette époque, j'ai choisi plusieurs traductions, des extraits précis que je pouvais comparer avec l'original français, qui, comme je l'ai dit il y a un instant, était disponible uniquement en manuscrit. Et je suis venu en France dans le but de préparer une thèse qui s'appelait à l'époque la thèse de troisième cycle, que j'ai soutenue en 1980, après avoir étudié des manuscrits français à la Bibliothèque nationale et à la Bibliothèque Sainte-Geneviève à Paris et à la Bibliothèque Mazarine, parce que j'avais quand même pris contact avec des spécialistes français de la question, qui m'avaient guidé vers certains manuscrits qui étaient considérés comme supérieurs à d'autres. Donc j'ai travaillé là-dessus pour faire la thèse de troisième cycle en français et en France. Durant ces années-là, j'ai travaillé à Paris comme professeur d'anglais dans des écoles de langue. Et puis, plus j'avançais dans le système français, plus je comprenais que je ne pouvais pas m'arrêter là, qu'il fallait que je prépare ce qu'on appelait à l'époque une thèse d'État. Et la thèse d'État était un projet de plus grande envergure parce que non seulement c'était censé être plus long et plus profond, mais ça prenait plus d'années à le faire. Alors j'ai continué à travailler comme professeur pour gagner ma vie, d'abord dans des écoles de langue et ensuite à l'université. Et enfin, en 1987, vous avez mentionné la date, j'ai soutenu ma thèse d'État. Alors, la thèse d'État avait un rapport avec la thèse de troisième cycle. Je n'ai pas travaillé sur les mêmes textes, c'est-à-dire la Somme Roi et ses traductions anglaises, mais j'ai travaillé sur un texte qui avait un rapport direct, Jacob's Well, parce que Jacob's Well est une série de sermons, c'est aussi un texte allégorique, divisé en 95 chapitres, qui développe l'allégorie du puits. Et le puits est un symbole de l'être humain et ou de la conscience humaine et ou de l'âme humaine, parce que l'auteur emploie tous ces termes. Il parle de la personne, il parle de l'âme, il parle de la conscience. Et le nettoyage du puits, avec les instruments utilisés par un puisatier, devient l'allégorie de la pénitence et de la transformation de la personne humaine et de l'entrée en grâce dans l'eau pure de la grâce. Et une grande partie de la matière profonde de ce texte, Jacob's Well, le puits de Jacob, était en fait la même que la matière de la Somme Roi et de ses traductions anglaises. Après avoir soutenu ma thèse d'État, j'ai pu postuler pour un poste de professeur et j'ai eu la chance d'être élu professeur, d'abord à Amiens et quelques années plus tard à la Sorbonne. J'avais bien sûr gardé le contact avec mes collègues à la Sorbonne et mes anciens professeurs. À l'époque où j'avais fait la thèse de troisième cycle, j'avais deux directeurs. L'un était Daniel Poirion en lettres françaises et l'autre était Marguerite Marie Dubois en lettres anglaises. Et comme je faisais une thèse de troisième cycle qui étudiait l'influence du français sur l'anglais, ils ont considéré qu'il fallait qu'ils soient deux.
une personne en études anglaises et une autre personne en études françaises pour me diriger. Quelques années plus tard, Daniel Poirier était parti travailler aux États-Unis. Mademoiselle Dubois avait pris sa retraite et c'est André Crépin qui lui a succédé. Ce qui fait que c'était André Crépin qui était mon directeur pour la thèse d'État en 1987. Et puis, le jour est venu que André Crépin a pris sa retraite, ce qui fait qu'il y avait une ouverture en 1994, et j'étais déjà professeur à Amiens, mais j'ai postulé pour Paris, j'ai demandé ma mutation, et j'ai été élu à Paris 4, Sorbonne. Ça, c'était en 1994. Et là, j'ai exercé pendant 22 ans, jusqu'à ma retraite en 2016. C'est vrai que c'est à partir de cette époque-là où on sent que vous prenez un premier tournant dans les études que vous allez publier par la suite. Et on se rend compte que les textes qui avaient un rapport très prononcé avec la littérature de religion, moyenne anglaise ou vieille anglaise, a été un peu mise de côté pour travailler sur de la littérature, disons-le, plus héroïque ou plus profane, comme avec Beowulf, par exemple, en vieil anglais. Et je pense que, vous allez peut-être me le confirmer, les contacts avec André Crépin, que vous avez eu pendant de nombreuses années, a été un tournant déterminant pour la suite de vos publications. Il est vrai que les études anglaises du Moyen-Âge couvrent un très large domaine, et que la langue vieille anglaise n'est pas du tout la même chose que la langue moyenne anglaise. Mais quand on a la chance d'être enseignant dans une université où on vous demande de faire à la fois le vieil anglais et le moyen anglais, donc il faut étudier le plus profondément possible, les deux périodes de l'histoire de l'anglais. Bien sûr, André Crépin était spécialiste de Beowulf, mais il était aussi spécialiste de Chaucer, qui a fait beaucoup de publications sur Chaucer et des traductions de Chaucer, aussi bien que ses traductions de Beowulf. Donc il est vrai qu'André Crépin est un excellent exemple du professeur polymorphe qui pouvait aussi bien écrire et décrire et examiner la langue ancienne sous sa plus ancienne forme que la langue anglaise plus récente vers la fin du Moyen Âge. J'ai été amené à faire la même chose, certainement à la Sorbonne, moins à Amiens, parce que à l'époque où j'étais enseignant à Amiens, je n'avais pas autant de cours sur le Moyen Âge qu'à la Sorbonne. À Amiens, c'était presque une faveur de pouvoir animer un cours sur le Moyen Âge, parce qu'on me demandait d'enseigner l'anglais moderne, la langue moderne, la grammaire moderne, la traduction, la langue des affaires, et donc une toute petite partie de mon enseignement avant la Sorbonne était consacrée au Moyen Âge. Mais dès que je suis arrivé à la Sorbonne, on me demandait, parce que c'était ça l'intitulé de mon poste, d'enseigner à la fois la poésie ancienne et la littérature plus récente, naturellement pas seulement la littérature religieuse, dont je m'étais fait une spécialité de recherche, mais toutes sortes de poésie héroïque, ainsi que la littérature et l'histoire tout court, parce que parmi mes cours à l'UFR d'anglais, je rappelle que j'étais toujours à l'UFR d'anglais de la Sorbonne, mais on me demandait de faire des cours d'histoire anglaise, et parce que les étudiants qui font des études de langue et de littérature en France font aussi une importante part de leurs cours sur la civilisation. Donc, pour moi, en tant que médiéviste, j'ai tenté de ne pas séparer langue, littérature et civilisation, parce que un texte comme Beowulf nécessitait, selon moi, d'être mis en contexte. D'où sort ce manuscrit des environs de l'an 1000? Comment peut-on savoir que la langue qu'il contient donne des indications d'une version antérieure? Comment peut-on savoir que le poème avait été probablement rédigé, composé oralement vers le 8e siècle, même si le manuscrit que nous possédons
date des environs de 1000-1020. Donc, quand on plonge dans un texte de ce type, et quand on est obligé de faire un peu de paléographie et d'étude du manuscrit, on ne peut pas écarter l'histoire et dire ça n'a aucune importance, parce qu'on a besoin de comprendre d'où vient le manuscrit, et d'où vient le texte, et d'où vient le poème. Et comment ça se fait que on ne parle jamais de l'Angleterre dans un poème qui est écrit en vieil anglais? Il n'y a jamais une seule allusion, ni à l'Angleterre, ni aux Anglais, ni à rien de ce qui s'est passé en Angleterre, parce que toute l'action de Beowulf se passe en Scandinavie, au Danemark et en Suède, ou dans le sud de ce que nous appelons la Suède aujourd'hui, qui était en fait le territoire des Goths à ce moment-là. Bref, ça pose un tas de questions, alors que Beowulf est indéniablement un poème anglais, rédigé dans la langue anglaise de son époque, conservé uniquement dans un manuscrit anglais. Mais alors, quelle relation entre les thèmes du poème et ses personnages et la Scandinavie? Bref, on est tout de suite obligé d'examiner l'histoire. Durant tout mon enseignement, j'ai essayé constamment de présenter aux étudiants cette dimension historique des choses. On s'aperçoit que, j'y reviens un petit peu, le poème Beowulf vous a préoccupé quelque peu, et notamment, et ça a été une chance je pense, en 1998, Beowulf était au programme de l'agrégation d'anglais. Et à cette occasion-là, vous avez proposé une petite monographie dans laquelle vous présentiez le poème aux étudiants de manière à ce que ce soit plus accessible. Et donc c'était dans cette démarche toujours, que l'on pouvait retrouver dans vos cours, de faire de la vulgarisation pour les étudiants, tout en présentant les multiples aspects d'un texte littéraire, par exemple, en présentant les aspects civilisationnels, culturels. Et dans cette petite monographie, c'est très intéressant car là aussi, vous avez accordé une petite place à Tolkien. Et à cette époque-là, c'était assez rare de voir des études poindre, notamment en France, sur Tolkien et en particulier sur le Moyen-Âge. Et peut-être avez-vous eu à cette époque-là la sensation qu'il y avait quelque chose à faire sur le rapport entre Tolkien et le Moyen-Âge? C'est une question très complexe, parce que ce n'était pas uniquement ma propre idée de faire quelque chose sur Tolkien dans cette monographie. Je dois quand même rendre hommage au président de l'agrégation d'anglais de l'époque, parce que vous savez, quand on prépare l'agrégation, le président, entouré d'un certain nombre de collègues, propose aux enseignants des idées à creuser. Il ne suffit pas simplement de dire aux enseignants de tous les départements d'anglais de France, allez, vous allez faire Beowulf pour l'agrégation. On propose une bibliographie, on propose des idées, des pistes de recherche, des pistes pour lancer des idées auprès des agrégatifs. Et parmi les idées proposées aux enseignants, il y avait cette piste-là de faire la relation avec Tolkien. Parce que, à cette époque, Tolkien commençait à marquer les esprits en France. C'est vrai que c'était en 1998. On connaissait déjà bien Tolkien dans certains milieux. Les romans étaient bien établis, bien connus. Les traductions étaient déjà faites. C'était juste avant l'époque des films. Mais Tolkien commençait à marquer les esprits dans les années 90 en France. Il y avait donc une ouverture relativement facile pour moi de faire quelque chose dont je rêvais depuis des années, mais que je n'avais pas eu l'occasion de creuser énormément, de présenter comme un aspect des études de Beowulf l'étude de Tolkien en même temps, et de montrer les relations entre le Seigneur des Anneaux notamment et Beowulf, parce que le Seigneur des Anneaux reprend certains éléments, certains motifs, certaines scènes précises. Alors, si vous voulez, ça me permet de revenir un peu en arrière vers ma jeunesse et vers le début de mes études, parce que c'est un fait
que je ne connaissais pas Tolkien quand j'étais enfant, ni adolescent. Or, j'ai grandi dans les années 50 et 60. J'avais 18 ans en 1968 quand je suis allé à l'université. Tolkien m'était parfaitement inconnu, alors que c'était un auteur très connu en Angleterre et aux États-Unis à ce moment-là. Et je ne me l'explique pas, parce que j'étais un grand lecteur. Enfant et ado, j'étais grand lecteur, mais le hasard des choses a fait que je n'étais tout simplement jamais tombé ni sur le Hobbit, ni sur le Seigneur des Anneaux. Ce qui fait que ma première rencontre avec Tolkien était en tant que médiéviste, était avec son édition de Sir Gawain et le Chevalier Vert, qui était un des textes que nous avons étudiés à Dublin pour la licence. Et j'avais 20 ans quand un jour un de mes camarades m'a dit « Mais tu sais, Tolkien n'est pas seulement connu comme médiéviste, c'est aussi quelqu'un qui est connu comme romancier et comme mythographe. » Ah bon? Moi je ne savais absolument pas. Donc j'ai lu le Hobbit quand j'avais 20 ans, puis le Seigneur des Anneaux bien sûr, et ce sont des textes qui ne m'ont jamais quitté, jamais depuis. Et comme j'avais déjà fait des études de littérature médiévale, dont Beowulf, je me rendais compte très rapidement qu'il y avait dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux des éléments qui pouvaient être au moins comparés avec la littérature médiévale anglaise. Je ne connaissais pas la littérature nordique à ce moment-là. Au moins comparés et probablement même rattachés par le biais des inspirations que Tolkien, le spécialiste, le philologue, le médiéviste, avait puisé dans ses textes pour les retravailler et les remettre dans ses romans. C'est quelque chose qui m'était assez évident, mais que je n'avais pas étudié de plus près, parce que j'étais pris par le tourbillon de la vie, par les études, par le travail, par le besoin de gagner ma vie, etc. Et en 98, l'année où on avait annoncé que Beowulf serait à l'agrégation d'anglais, je me suis mis à examiner de plus près l'œuvre de Tolkien par le biais des études médiévales et de relever des éléments précis dans Beowulf que Tolkien avait utilisés dans le Hobbit et dans le Seigneur des Anneaux. Oui, je crois que l'étude fondatrice de tout ce qui va venir par la suite était un petit article de 20 pages, Beowulf as Intertext in Tolkien's Mythology, dans le bulletin des anglicistes médiévistes. Et je pense que ça a été la base de vos réflexions pour tout ce qui est venu par la suite sous votre plume concernant ce romancier. C'est vrai, c'est un article de 20 pages, c'était modeste, et pourtant, j'y reviens fréquemment parce que j'avais noté tellement de choses importantes à ce moment-là qui méritaient la peine d'être creusées, d'être approfondies, d'être dites et redites dans d'autres contextes, parce que c'était un article en anglais, mais j'ai utilisé des éléments de cet article par la suite dans d'autres conférences ou dans d'autres articles en français, ou en anglais mais dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes. C'est vrai que c'était un point de départ important. Je n'aurais jamais imaginé, en 1998, que cet article sur Tolkien allait prendre une place importante, que la monographie que j'avais faite sur Beowulf allait marquer un tournant dans mes recherches, et que les deux choses, Beowulf et Tolkien, allaient avancer ensemble et prendre de plus en plus de place dans ma vie de recherche. Et je pense que le moment où vous en êtes peut-être le plus rendu compte, ça a été pendant cette journée à la BNF en 2004, lors d'expositions d'œuvres de John Howe et Alan Lee. Il y a eu une table ronde avec plusieurs intervenants et vous en faisiez partie. Et je pense que, au vu du nombre de personnes qui étaient venues assister à cette journée, vous avez pris conscience qu'il y avait quelque chose à faire, du moins à poursuivre, dans les études tolkieniennes, et qui plus est en France. Absolument. Là, je dirais que cette journée d'études à la BNF, c'était vroom, c'était incroyable. Je n'oublierai jamais
le moment où je suis entré dans le grand amphithéâtre à la BNF et que j'ai vu cette masse, cette mer de visages, de jeunes et de vieux, de personnes de tout âge. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un intérêt pour Tolkien en France que je n'avais pas soupçonné. Je n'avais vraiment pas soupçonné. Parce que moi, mon milieu universitaire, c'était plutôt consacré à la littérature et à l'histoire ancienne, aussi à la littérature religieuse, parce que parmi mes multiples fonctions, il se trouve que j'étais aussi président d'une association internationale qui s'appelle l'Association pour l'étude du sermon médiéval. Donc vous voyez, ça paraît loin de la mythologie et de la terre du milieu. Et cette journée d'études à la BNF m'a montré qu'il y avait quelque chose à faire, que Tolkien était devenu très important, qu'il y avait des milliers de gens, peut-être des millions, je ne savais même pas à ce moment-là, je ne pouvais pas mettre un chiffre dessus, mais je voyais qu'il y avait une passion. Et j'ai toujours pensé que si j'avais quelque chose à apporter dans le domaine tolkienien, c'était par le biais de ma spécialité en tant que médiéviste, et aussi en tant que quelqu'un qui s'intéressait à la religion et qui avait quand même fait des études de théologie. Je n'ai jamais pensé que j'étais, comment dirais-je, mon approche de Tolkien n'a pas été de quelqu'un qui allait tout dire ou qui allait dire le dernier mot sur tous les aspects de Tolkien, parce que les études tolkieniennes sont extrêmement riches. On peut parler des langues différentes qui l'avaient influencé, qui l'intéressaient, et je ne serais pas suffisamment spécialisé moi-même, par exemple, pour pouvoir parler de l'importance des études norroises pour lui, ou de l'importance de la langue finnoise, parce que ce sont des choses que je n'ai pas étudiées de près, en tout cas, sauf tardivement. Donc, il y a de la place pour de nombreux chercheurs et de nombreux spécialistes dans beaucoup de domaines différents. Même Shakespeare. On sait que Shakespeare avait influencé Tolkien, mais ce n'est pas moi qui n'ai pas spécialiste de Shakespeare et qui l'ai pas enseigné, qui vais me lancer là-dedans. Parce qu'il faudrait que je connaisse beaucoup mieux Shakespeare et que je recherche les éléments dans Tolkien. Donc, si vous voulez, moi, en tant que médiéviste, angliciste, c'est là où mes propres intérêts ont convergé avec ceux de Tolkien et où je pensais que j'avais quelque chose à dire parce que je me rendais pas compte, ou plutôt je me rendais compte que les gens, que les lecteurs qui n'avaient pas une spécialité de médiéviste ne pouvaient pas voir les différentes influences linguistiques et littéraires historiques qui avaient animé Tolkien. Alors que moi, je pouvais les voir, donc je pouvais les partager. Et je pense que l'une des premières manifestations de cette démonstration de l'intérêt pour Tolkien est le Moyen-Âge, mais sous un aspect très divers, parce que là, vous avez évoqué la littérature nordique, la littérature finlandaise. C'est vrai que ce sont des choses qui sont très intéressantes, mais ça fait faire appel à tellement de compétences qu'on ne peut pas tout couvrir. Et vous avez fait une petite chose, en 2007, vous avez dirigé un ouvrage intitulé Tolkien et le Moyen-Âge, qui est, si je ne me trompe, un recueil d'études de plusieurs de vos étudiants sur des textes du Moyen-Âge qui ont pu avoir un rapport de près ou de loin avec Tolkien. Oui, je suis fier de dire que cet ouvrage est composé d'articles composés par mes étudiants de master ou de maîtrise. Je crois qu'à cette époque, on était à cheval entre l'ancienne maîtrise et le nouveau master. En tout cas, ce sont des étudiants qui avaient déjà terminé leur licence et qui étaient en master. Et les articles sont le fruit de mon séminaire de master. Vous savez, quand on est professeur dans une université française, on anime un séminaire de maîtrise ou de master, pour employer la terminologie actuelle. Et en tant que médiéviste, naturellement, on s'attendait à ce que j'enseigne dans le séminaire de master les études médiévales anglaises.
En dehors de cela, personne ne dit au professeur ce qu'il doit mettre dans son séminaire. Ce qui fait qu'on est parfaitement libre de faire Beowulf une année, et Chaucer une autre année, la chronique anglo-saxonne une troisième année, Boès une quatrième année, etc., etc. Donc, pendant mes années à la Sorbonne, je n'ai jamais fait le même thème de séminaire 2 années de suite. Même sur 3 ou 4 ans, j'avais chaque fois des sujets variés. Et l'un des sujets que j'avais proposé aux étudiants, c'était Tolkien et la poésie vieille anglaise. Ce qui avait beaucoup plu aux étudiants. Un autre aspect du séminaire, et c'est en rapport direct avec le volume, c'est qu'on demande aux étudiants de faire des exposés. Et chaque étudiant doit faire un exposé différent de ses camarades. Donc, l'un travaillait sur la langue, l'autre travaillait sur les personnages, une troisième travaillait sur les armes et les armures. Bref, il y avait toute une série d'exposés que les étudiants avaient effectués à l'intérieur du séminaire. Et j'ai trouvé ça d'une très grande qualité, si bien que c'était dommage de le laisser tomber. Et c'est peut-être une coïncidence, mais il y a un rapport avec la journée d'études à la Bibliothèque nationale de France. Suite à cette journée, j'ai reçu une proposition par un éditeur qui travaillait pour les CNRS éditions à Paris, qui me demandait si je n'aurais pas un livre à proposer. Et effectivement, j'ai pensé que ce serait une bonne occasion de publier les exposés de mes étudiants. Ah, bien sûr, ces exposés devaient être retravaillés. D'abord, les exposés avaient été faits en anglais. C'était un séminaire en anglais. Mais les CNRS éditions voulaient publier en français. Donc, j'ai demandé aux étudiants de traduire leurs propres textes en les retravaillant, en les faisant d'une façon scientifique, avec des notes de bas de page, avec des références toutes justifiées. Puis, bien sûr, j'ai travaillé moi-même dessus pour corriger ces textes, enfin, si besoin était de les corriger. Enfin, j'ai fait un apport à chacun des articles, puis j'ai rédigé une introduction générale, et j'ai demandé à 2 des contributeurs de m'aider à faire ce travail. Donc on était 3 à relire tous les articles et arriver à quelque chose de vraiment scientifiquement tenable. Et c'est ça qui est le livre qui a été publié en 2007 par les CNRS éditions. En somme, ça a été pour vos étudiants un galop d'essai, mais aussi une chance de montrer ce qu'ils pouvaient apporter aux recherches tolkieniennes, mais aussi aux recherches dans d'autres disciplines. Et j'imagine que ce type de publication, mais aussi de vos années d'enseignement, ont pu susciter un intérêt chez vos étudiants pour l'étude de Tolkien. Et je crois savoir que plusieurs de vos étudiants se sont intéressés de près à cet auteur et même à un très haut niveau jusqu'en thèse. C'est vrai. Si je ne me trompe pas, je crois que le séminaire que j'ai fait sur Tolkien à la Sorbonne était le premier en France à être consacré à cet auteur. Et par la suite, plusieurs de ces étudiants se sont lancés dans des thèses. Certains sont devenus maîtres de conférences après avoir passé l'agrégation. Et je crois que de cette manière-là, il y avait en effet une contribution au renouveau, peut-être à la naissance même, pour certaines personnes, des études de Tolkien en France. Je dis pas que c'était le seul milieu où on étudiait Tolkien, parce que j'ai appris au fur et à mesure qu'il y avait d'autres spécialistes en lettres françaises ou en lettres comparées, qu'il y avait des personnes en dehors de la Sorbonne et en dehors de mon petit milieu. Et c'était là justement la merveille de la BNF, où j'ai rencontré des collègues venant d'autres universités et d'autres spécialités, et j'ai vu que l'intérêt pour Tolkien existait. Mais le séminaire, il est vrai, a lancé un certain nombre de personnes sur des voies de recherche, non seulement des voies de recherche sur Tolkien, mais même sur des carrières. Oui, et je pense que l'une des plus belles manifestations qu'il y a eu par la suite, après Tolkien et le Moyen-Âge, la publication, et une autre publication toujours au CNRS, ça a été le dictionnaire Tolkien,
qui présentait un nombre d'entrées très important, avec presque une soixantaine de collaborateurs qui étaient professeurs d'université comme vous, ou simples passionnés, parce que c'est ça aussi une des spécificités de Tolkien, et on la retrouve rarement ailleurs, c'est que souvent, il y a des spécialistes de Tolkien qui n'ont aucune prétention ou aucune envie de poursuivre des études universitaires et qui pourtant ont un niveau de connaissance très important de cet auteur-là, ce qui fait qu'on est amené à avoir des productions sous forme d'articles ou de livres assez uniques, où on voit une collaboration de très bonne entente entre universitaires et non-universitaires. C'est tout à fait vrai ce que vous dites, et j'ai presque rien à rajouter, sauf pour dire que le dictionnaire Tolkien, dirigé par Vincent Ferré, est un livre absolument remarquable, et il est vrai que plusieurs de ses collaborateurs sont ou étaient des professeurs d'université, et d'autres étaient des personnes qui ne travaillaient pas à l'université, qui n'avaient pas la réputation de chercheurs, et pourtant qui s'étaient fait spécialistes de Tolkien. Et ça, il faut le reconnaître, il faut les remercier aussi. Et c'est une leçon d'humilité pour les universitaires. On peut devenir spécialiste d'un auteur et de son monde sans être passé par l'école universitaire. Et autre chose que je pourrais rajouter en ce qui concerne le dictionnaire Tolkien, c'était issu en partie des colloques qui avaient été lancés et dirigés par Vincent Ferré et ses amis. Je me rappelle en 2008 d'abord, il y avait un colloque très important au château de Rambures en Normandie, qui, si je ne m'abuse, était le premier colloque organisé en France consacré spécifiquement et uniquement à Tolkien. Et c'était un événement remarquable. Et 4 ans plus tard, la même équipe, plus ou moins, avait organisé le colloque au château de Cérisy, en Normandie également, voilà. Et là, c'était absolument remarquable de voir le nombre de personnes en France et à l'étranger qui s'étaient réunies pour une semaine pour parler que de Tolkien sous tous les aspects possibles et imaginables. Et en 2012, à Cérisy, on était en train de mettre les derniers points sur les i, justement, du dictionnaire. Oui, on se rend compte qu'on arrive dans les années où tout s'accélère, l'engouement pour Tolkien dans le cadre de conférences prend de plus en plus d'ampleur, et je pense que les publications en français de l'œuvre de Tolkien au fur et à mesure où des volumes inédits anglais paraissaient en français, notamment grâce à Vincent Ferré et aux traducteurs français des œuvres de Tolkien, on s'est rendu compte que l'engouement n'a fait que augmenter. Et on se rend compte dans des manifestations qui sont plus proches de nous aujourd'hui que Tolkien a franchi encore d'autres portes en France. Il y a quelques années, Tolkien est rentré au Collège de France, si l'on peut dire, grâce à vous. En 2016, effectivement, on m'avait demandé de participer à une journée d'études au Collège de France. C'était en juin 2016, et à ce moment-là, j'ai parlé de Beowulf et de Tolkien et de la mythologie. Effectivement, on peut dire que Tolkien est entré au Collège de France, mais il est entré porte ouverte. Je n'ai pas été obligé d'enfoncer des portes. Il y avait déjà un intérêt pour l'auteur au sein du Collège de France. Et c'est ça qui est tout à fait intéressant, et on le retrouve dans une autre très grande institution, ça a été l'École normale supérieure, où il y a eu un séminaire avec des interventions pendant 2 ans de plusieurs spécialistes de Tolkien qui ont essayé de présenter des recherches nouvelles, toujours nouvelles et en français, sur Tolkien, et ce séminaire-là a rencontré un large succès également. Absolument. Donc, vous avez mentionné la Sorbonne, le Collège de France et l'École normale supérieure. Dans les 3 cas, je crois qu'on peut parler de la crème de la crème. C'est presque une élite française dans ces institutions. Et c'est vrai que de voir Tolkien entrer là-dedans par les grandes portes
et être fêté comme un grand auteur, un grand médiéviste, un grand mythographe, un grand linguiste, ça fait chaud au cœur, parce que nous savons que dans certains milieux, même en Angleterre, Tolkien n'a pas toujours été respecté ni admiré en tant qu'auteur créatif. Certains, même dans son propre milieu, pensaient qu'il perdait son temps. Au lieu de travailler sur la linguistique ou la philologie, il perdait son temps à écrire des histoires des elfes. Alors que lui, il ne voyait pas ça de la même manière. Il ne voyait pas une séparation nette entre les choses. Pour lui, son travail de linguiste et son désir d'examiner l'origine des mots et l'origine des peuples et l'origine des mythes faisaient un tout et n'était pas séparé de son travail professionnel. Et je pense que en France, peut-être on est allé plus loin qu'en Angleterre à reconnaître ce fait. Oui, c'est vrai qu'il y a eu un travail de longue haleine, mais qui a porté ses fruits. Et on se rend compte que dans les publications les plus récentes, Tolkien rencontre toujours un large succès, et que des productions sur Tolkien sont toujours en cours de production. Et vous avez notamment contribué en publiant une monographie dans les derniers mois de 2016, Tolkien et la religion. Alors c'était une surprise pour le public, car on vous connaissait spécialiste de Tolkien qui mettait cet auteur en rapport avec les textes du Moyen-Âge, Beowulf, de Sir Gawain le Chevalier Vert, mais on ne vous connaissait pas, ou on ne vous connaissait plus, car vous avez au début fait des études sur des textes religieux, on vous a redécouvert sous cet aspect-là, auteur d'un livre sur Tolkien et la religion, et on se demande pourquoi vous en êtes venu à publier quelque chose qui sortait un petit peu du cadre de ce que vous avez publié ces dernières années. Il y a une réponse très simple, c'est que un éditeur m'a demandé de le faire. Alors c'est difficile de publier un livre. Et quand on vous demande de faire un livre, c'est un cadeau. Et l'un des éditeurs aux PUPS, les PUPS, m'avait suggéré l'intérêt de faire un livre sur Tolkien et la religion. Ce qui tombait, si j'ose dire, directement dans ma poche parce que ça m'intéressait. Et ça rejoignait mes propres intérêts qui remontaient à mon enfance et à ma jeunesse, à mes études de philosophie et de théologie, qui me permettaient aussi de réunir des éléments d'études sur l'origine des peuples, sur la conversion des Anglais, sur l'histoire religieuse d'Angleterre, des changements dus à la Réforme, de la position des catholiques en Angleterre au XIXe et au XXe siècle, ce qui affecte Tolkien profondément. Et je voulais creuser aussi la question de pourquoi Tolkien avait écrit des livres qui ont des relents religieux sans jamais tomber dans une espèce de prosélytisme. Autrement dit, je voulais examiner ce que l'on pouvait dire, ce que l'on pouvait identifier de chrétien dans l'œuvre de Tolkien, sans qu'ils disent dans les textes eux-mêmes, et j'insiste là-dessus, parce que c'est une chose de dire dans des lettres qu'il y avait des éléments chrétiens, c'est autre chose d'écrire dans des romans que ces romans sont porteurs d'un message chrétien. Donc je voulais examiner de plus près la vie et l'œuvre de Tolkien dans l'aspect de l'importance de la religion pour lui, parce qu'il était chrétien, il était même catholique, je cite ses propres mots, je suis chrétien et même catholique romain, mais qu'est-ce que ça veut dire dans la vie d'un écrivain, quelle importance dans son œuvre romanesque, dans un roman où on ne parle jamais de Christ, jamais de l'Église, jamais des sacrements, jamais de la Vierge Marie. Autrement dit, Le Seigneur des Anneaux n'est pas un texte du Moyen-Âge. Dans un romance médiéval ou dans un Les Bretons, on s'attend à trouver des allusions à la grâce, au sacrement, au Christ, à la Vierge Marie. Dans Tolkien, il n'y a absolument rien de tout cela. Jamais, jamais, jamais. Il ne mentionne même pas le mot Dieu. Il parle de créateur. Pas dans Le Seigneur des Anneaux, mais dans le Silmarillion. Il parle du créateur.
et du Père de tout et de l'un. Alors, quel rapport avec les notions judéo-chrétiennes d'un Dieu ou du Dieu? C'est ça que je voulais creuser dans ce livre, et je voulais sortir un petit peu aussi d'une idée trop facile de dire que Tolkien écrivait des romans chrétiens cachés, ou qu'il voulait prosélytiser mais sans le dire. Et à mon avis, ça c'est une fausse idée, c'est pas vrai. Ce qu'il voulait faire, c'était d'examiner comment certaines idées religieuses pouvaient avoir été reçues par l'humanité à une époque très 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 ancienne, très reculée. Comment l'humanité pouvait avoir une idée du Créateur, mais à des milliers d'années avant l'existence du christianisme ou l'existence d'autres religions que nous connaissons dans le monde moderne. Donc on retourne toujours à la naissance, à l'origine, aux sources. Comment dans la psychologie humaine on peut avoir une idée du Créateur et comment ça peut se manifester dans la culture et comment ça peut influencer aussi les langues. Et justement, ne voulons pas tomber dans le piège des langues modernes, et c'est pour ça qu'il a évité le mot Dieu, il a inventé ses propres mots elfiques pour le Créateur, Père de tout. Alors, ce sont ces idées-là que je voulais développer dans ce livre. Oui, et ce livre, à ma connaissance, était le premier à véritablement traiter de Tolkien et de la religion en tant que telle, et même en dehors de la France. Ça a été une œuvre phare, et qu'il a encore rencontré un large succès, notamment à la Maison de la Recherche de la Sorbonne, où a été organisée une soirée où, là encore, du monde était venu, parce que c'était Tolkien, parce que c'était vous, parce qu'on vous connaissait depuis un certain nombre d'années en tant qu'auteur sur Tolkien. Donc on se rend compte que qu'importe véritablement le sujet, que ce soit le Moyen-Âge, la religion, ça peut être autre chose, les langues par exemple. On sait qu'il y a eu un colloque à Évian en 2014 où les langues de Tolkien ont eu une résonance. On se dit que, qu'importe le sujet, Tolkien intéresse toujours. Et c'est peut-être ça la force de cet auteur-là, c'est que il a créé un légendaire tellement important, qui touche à tellement de domaines, qui concernent le lecteur à un degré ou à un autre. Je ne suis pas spécialiste de toutes les littératures du monde, mais je crois pouvoir affirmer que Tolkien est unique au XXe siècle, et peut-être dans tous les siècles, parce que il a inventé une nouvelle mythologie. Il n'a pas simplement raconté des histoires, il a inventé une mythologie. Et qu'est-ce que c'est qu'une mythologie? Une mythologie, c'est toujours un récit des origines. Dans tous les peuples du monde entier, il y a des récits des origines. Que ce soit un récit scientifique sur le Big Bang, ou que ce soit un récit posé sur des notions religieuses, il y a toujours un désir d'expliquer d'où vient la Terre, d'où viennent les êtres humains. Et Tolkien est le seul exemple d'un auteur qui a tout créé, qui a inventé une mythologie dans laquelle il y a des puissances supérieures qui créent le monde, qui créent les êtres intelligents, qui donnent à ces êtres intelligents une conscience de leur origine et de leur relation avec le Créateur, et qui leur donne aussi des langues pour s'exprimer. Donc effectivement, la mythologie de Tolkien couvre un nombre de domaines phénoménal, et ce n'est pas surprenant qu'il a mis toute sa vie à écrire cela, parce que il a passé 60 ans à travailler sur cette mythologie, et on sait que lors de son décès en 1973, tout n'était pas terminé, et tout était loin d'avoir été publié. Et quelquefois, j'ai un sentiment de tristesse, et presque un sentiment de compassion, parce que je vois ce monsieur qui, vers la fin de sa vie, était un peu débordé par tout ce qu'il avait écrit et tout ce qu'il avait créé, et qui n'avait ni le temps ni l'énergie de mettre en ordre tous les documents, toutes les notes qu'il avait laissées. Et il faut quand même
remercier et reconnaître le travail de son fils, Christopher, qui, pendant de nombreuses années après le décès de son père et presque jusqu'à aujourd'hui, a continué à donner de la forme aux notes de son père, qui avait peut-être des idées trop grandes pour une seule personne. Peut-être, si je peux employer une expression vulgaire, il voyait plus grand que sa tête, ou il voyait plus grand que son ventre, mais il n'avait pas le temps, dans une seule vie, de donner une forme finie à cette mythologie qu'il avait conçue, et sur laquelle il travaillait jusqu'à son dernier jour. Oui, c'est vrai que c'était comme une chimère, en fait, ce légendaire, qu'il était impossible d'inachever, tellement il était étendu, et sur lequel il retravaillait tellement et tellement, ce qui a causé beaucoup de soucis à son fils lorsqu'il s'est mis à la publication de textes inédits après que son père soit décédé. Tâche impossible, énorme. Alors que restait-il à dire pour finir notre entretien? Est-ce qu'il y a des choses aujourd'hui sur lesquelles vous travaillez, qui ont un rapport avec la littérature médiévale ou avec Tolkien, dont vous aimeriez nous toucher quelques mots? En effet, il y a un grand projet, et je suis heureux de dire que c'est en association avec la Bibliothèque nationale de France. Sachez que dans à peu près 1 an et demi, à partir de la date dont on parle, ce sera à l'automne 2019, la BNF prépare une très grande exposition concernant les documents, c'est-à-dire à la fois des documents appartenant à Tolkien, ou des documents que Tolkien a utilisés, ou des manuscrits qu'il a laissés. Tout tourne, et c'est naturel pour une bibliothèque, d'autant plus une bibliothèque nationale, tout tourne autour de la notion du document et du livre. Et je crois que cette exposition va être la plus grande jamais organisée au sujet de Tolkien, que ce soit en France ou ailleurs. Parce que même en Angleterre, nous savons que beaucoup de documents sont en possession de la bibliothèque de la Bodléenne, et la Bodléenne va elle-même proposer une exposition à partir du mois de juin 2018, mais d'après les échos que j'en ai reçus, ce sera de moindre envergure. Et je pense que je suis libre de dire que la Bibliothèque nationale de France va emprunter un certain nombre de documents de la Bodléenne, mais la Bibliothèque nationale de France va organiser donc une exposition encore plus grande, parce que la BNF a plus d'espace. Alors je suis associé à un certain degré à ce projet, parce que la BNF a mis en route un comité scientifique auquel j'ai reçu une invitation de participer, et ce comité scientifique s'est déjà réuni un certain nombre de fois pour discuter. Je ne suis pas libre de dire plus que cela, parce que même si il est maintenant une information publique que l'exposition va avoir lieu, mais je ne peux pas en dire plus sur son contenu à la date d'aujourd'hui. Mais il y aura d'autres réunions du comité scientifique à l'automne 2018 pour préparer le catalogue et pour parler des publications. Bien entendu. Donc, merci Luca Reuters de nous avoir accordé cet entretien. Ça a été vraiment très stimulant de reparcourir comme ça toutes ces années et de parcourir comme ça le Moyen-Âge et bien sûr d'aborder Tolkien. Et je vous dis donc, je l'espère, rendez-vous en 2019 à la BNF, si ce n'est avant, à une autre occasion. Merci beaucoup. Merci beaucoup, je compte sur votre présence.